Donc nous avons parlé de ce dossier sur ce qu'on appelle un peu trop rapidement, ce que j'appelle trop rapidement premier contact, puisqu'il s'agit de toutes ces anciennes rencontres et qui, du point de vue des gens qui habitent évidemment dans ces îles, ne sont jamais des premiers contacts, mais parfois des premiers contacts avec des Européens. D'une part, j'ai essayé de faire que cela ne reste pas uniquement un débat entre historiens, anthropologues, universitaires. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, fait d'efforts et demandé de l'aide pour que le dossier Samoa, donc ce First Contact in Polynesia de Samoan Case, je le fasse en anglais. Alors, il y a des brouillons en anglais puis qui ont été corrigés. Il y a des chapitres qui ont été carrément traduits. J'ai reçu beaucoup d'amitié et d'aide de collègues, en particulier en Nouvelle-Zélande, parce que ce que je voulais, c'est que, puisque c'est un dossier sur Samoa, qui est un pays où tous les étudiants sont de langue, à part leur propre langue anglophone, si j'écrivais ça en français, ils ne pourraient pas lire. Pas du tout. Et là, je suis vraiment très très heureux que cet effort a été fait, parce que peu après sa publication, et encore plus quand il a été mis en ligne ensuite par l'Australian National University, j'ai reçu des messages extraordinaires de collègues enseignants à l'université de Samoa. Depuis, c'est devenu une université nationale, en particulier en histoire, en anthropologie, etc., qui disaient mais Serge, tu peux nous dire, on a vraiment le droit d'utiliser ça, on le voit sur Internet, mais on a le droit de l'utiliser de manière libre, il n'y a pas des droits, etc. Parce que nos étudiants, ils sont fous de ça, c'est extraordinaire tout le dossier sur Samoa. J'ai dit, ben oui, c'est la grande beauté de l'entreprise de l'ANU que de faire une collection où les livres, quand ils sont acceptés et qui sont en ligne, sont libres de droit, libres d'accès. Enfin, en tout cas, libre de droit, je veux dire, pour y accéder, on ne doit pas payer, puisque c'est une collection, c'est une édition qui est subventionnée par l'université. Et en même temps, ils sont extraordinaires, ils ont une sélection extrêmement rigoureuse. Être publié à l'ANU, aujourd'hui ANU simplement, mais qui s'appelait ANU e-Press, aujourd'hui ANU Press, c'est prestigieux, et en même temps, accès libre. Donc ça, ils ont vraiment réussi quelque chose. Et je sais que les enseignants donc, de l'université de Samoa, de l'université de Fidji, USP, l'université régionale, University South Pacific, m'ont beaucoup dit que ce livre a été beaucoup utilisé dans leur classe grâce à cet accès en ligne et par le fait que c'est un livre qui, bon, à la différence d'un certain nombre d'autres, essaye de vraiment prendre le point de vue local, puisque dans tous les chapitres où je parle des rencontres avec différents voyageurs européens, à chaque fois j'essaie le plus possible de lire entre les lignes de ces récits ce qu'ils disent de l'attitude des gens sur place par rapport à ces arrivées. Et donc, autant que possible, un petit peu, restituer quelques bribes de la voix, de la pensée, des représentations locales. Donc ça, c'est bien qu'il y ait cet usage possible. Et d'autre part, dans le livre Tahiti 1760, dans le livre Polynésie-Mélanésie, où il y a à la fin tout un gros dossier de cartes, où j'essaie de montrer de quelle manière la cartographie européenne a petit à petit construit ces théories raciales et cette division de l'Océanie en régions, à la Dumont d'Urville, etc., et ce qu'il y a eu avant et puis ce qu'il y a eu après. Tout ce dossier-là, j'ai pu le mettre en ligne sur un site qui est pas mal visité, qui s'appelle Pacific Encounters,
Pacifique en anglais, _encounters.fr. Et je sais que des enseignants de l'université, de nouveau de ces universités du Pacifique, m'ont dit que, parce que c'est un accès libre, et que j'ai traduit en anglais le commentaire sur toutes ces cartes, qui lui est en français dans ce livre, ici, parce qu'il est en anglais, eh bien, les enseignants et les étudiants ont pu l'utiliser. Donc ça, c'est vrai que l'utilisation aujourd'hui de sites pédagogiques en accès libre, c'est très important. Je tiens à dire quand même que la création de ces sites, une partie de ces travaux, c'est pas seulement mon initiative, c'est pas seulement des missions organisées par le Centre de recherche sur l'Océanie, le CREDO, par l'Australian National University, mais c'est aussi le Fonds Pacifique du gouvernement français, parce que le secrétariat d'État permanent au Pacifique a eu et a des programmes qui permettent ce genre de choses, et j'ai été très soutenu hier et encore aujourd'hui. Alors hier beaucoup par l'ambassade de Nouvelle-Zélande, où l'ambassadeur qui s'appelait à ce moment-là Marlowe avait un grand intérêt pour ces questions. Et c'est lui qui nous a permis d'organiser avec Anne Salmond en Nouvelle-Zélande tout un programme de recherche sur la documentation de ses premiers contacts. Elle était beaucoup sur les questions maoris, mais ensuite sur Tahiti. Et elle a pu nous amener, parce que c'est elle qui a retrouvé, qui l'a tapé, qui l'a traduit les pages du journal original de Wallis sur son arrivée à Tahiti, ce qui n'avait pas été fait, et d'autres pages de compagnons de Cook. Donc ça, c'est quand même été possible dans ce site Pacific Encounters. Si on va sur la boîte Tahiti, on a ça. Sur la boîte Samoa, on a beaucoup d'autres documents. Et de ce point de vue-là, ce genre de site documentaire, avec le soutien qu'on a eu de Nouvelle-Zélande et de France, et, bon, pour moi, c'est une réussite importante. Ça, c'est le site Pacific Encounters, qui est différent d'un site qu'on connaît aussi, qui s'appelle Pacific Dialogue, qui était là plutôt le site de mes activités quand j'étais basé, parce que je l'ai été un petit peu, à l'Australian National University. Bon, voilà, donc sur ces questions de premier contact, et je vous disais aussi que j'aimerais donc continuer sur approfondir le dossier de ces violences en Polynésie dans les premiers contacts, et peut-être faire un Tahiti 1767 qui viendrait compléter le Tahiti 1768. Bon, mais pour le moment, disons, voilà, ça c'est un projet, il y a déjà des choses écrites, mais je crois qu'avec le livre qui va sortir aux éditions de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique dans quelques mois, quand même une bonne part du dossier de la violence inéluctable dans les premières rencontres entre Polynésiens et Européens sera déjà là. Bon, alors on peut refermer provisoirement ce chapitre sur ces premiers contacts. Il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup et que je continue sur le même thème de déconstruire les illusions, les mythes créés par l'Occident sur la Polynésie. Dans ce Tahiti 68, je parlais de la déconstruction, la relecture des journaux de Bougainville, etc. Mais ça s'appelle aussi le mythe occidental de la vaïnée, enfin la sexualité polynésienne attribuée aux femmes, etc., etc. Et j'essaye de montrer sur les textes mêmes de ces navigateurs à quel point même ce qu'ils disent pouvait être interprété de manière tout à fait autre. Et d'autre part, la concordance entre le dossier samoa et le dossier tahitien, c'est ça qui fait une grande force, parce que on ne peut pas dire qu'il y a eu des contacts entre ces deux aires de la Polynésie qui fait que les mêmes gestes employés vis-à-vis des Européens par les uns auraient été copiés par les autres. Donc tout ce qu'il y a de commun doit venir d'un fond polynésien plus ancien
et qui a trait à la manière dont ils ont interprété la nature de ces nouveaux venus. On en a parlé, pas des dieux, mais des images de Dieu, etc. Comment ils concevaient ce rapport de fécondation possible avec les femmes, etc., etc., etc. Mais ce mythe de la Vainée, il y a un autre mythe occidental qui a commencé à m'intéresser beaucoup plus récemment. Parce qu'en lisant, enfin, comment dire, à chaque fois que je lis des choses, en Polynésie, c'est comme ça m'intéresse, je regarde de plus près, je me dis, mais non, c'est pas possible qu'on puisse dire ça. Et un de ces domaines-là est, alors ça a l'air totalement déconnecté, le domaine des transgenres. Alors, quand je dis transgenre, c'est très connoté en français, mais il faudrait plutôt employer les termes locaux pour dire on a décrit depuis très longtemps, alors ça c'est vrai, les voyageurs, même anciens, quoique assez peu, et puis des voyageurs beaucoup plus récents, que dans les différents pays polynésiens, on rencontrait des jeunes gens qui avaient une allure garçonne, masculine, mais qui se comportaient comme des femmes et voulaient vouloir être des femmes ou comme des femmes, c'est pas pareil. Mais en tout cas, qui étaient classés aussi par les gens de l'environnement villageois, etc., comme des femmes. Et beaucoup plus rarement, ça on n'en a presque pas parlé, des femmes qui paraissaient masculines, enfin qui se présentaient comme étant masculines, etc. Et ça, c'est une littérature qui a énormément grandi récemment. Un exemple, allez regarder le Festival international du film océanien, le FIFO. Regardez les prix qui ont été décernés depuis 5 ans. Chaque année, il y a eu un film sur les efféminés, garçons de filles, pas dans l'autre sens. Si, tout récemment, un seul dans l'autre sens. Chaque fois, il y a eu un film là-dessus, et c'est devenu le grand sujet. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est de nouveau cette invention de la culture polynésienne. Parce que qu'est-ce qu'on lit dans tout ça, en général? Pas dans ces films qui sont très bien faits, mais je parle dans tout ce qui a été écrit sur le phénomène transgenre polynésien. Ah oui, c'est la culture polynésienne. La culture polynésienne, alors d'abord, mais oui, on sait quand même que c'est une culture qui est très tournée vers la sexualité, mais la sexualité dans tous les genres possibles, la variété. Et puis, c'est une donc, culture extrêmement permissive. D'autre part, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est une ère culturelle où les rôles obligés suivant la catégorie de sexe sont souvent pas très fermement opposés. Il y a un certain nombre de choses qu'on dit que c'est les hommes qui le font d'habitude, mais que les femmes peuvent faire, et dans l'autre sens. Mais quel que soit le raisonnement, on essaye de dire, les fameux ré-ré de Tahiti, parce que ça, vous tapez ré-ré Tahiti, on a 50 films, 100 livres, etc. Moins connus les mots samoan, fafiné, les mots tongiens, faka fafiné, ça je parle pour les efféminés, pour les garçons à l'allure féminine. Il y a beaucoup moins de choses dites et écrites sur les filles à l'allure masculine. Mais bref, tout ça est toujours accompagné de... Ben oui, il y a ça en Polynésie, parce qu'il y a quelque chose dans la culture polynésienne qui l'a permis. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est qu'il y aurait dans la culture polynésienne qui aurait spécialement permis ça? Moi, je ne vois pas, je ne trouve pas. Et puis, en plus, avec aujourd'hui le fait qu'il y a un dialogue de plus en plus entre les gens des îles qui lisent ce qu'on écrit sur eux et ceux qui écrivent, je vois prendre la parole sur le web, dans des livres, avec moi, un certain nombre de ces jeunes, donc, que nous appelons transgenres, et qui disent « Mais nous, quand on lit ce qu'on écrit chez vous sur nous, vous expliquez toute notre vie uniquement en disant que oui, bon, c'est normal, nous sommes homosexuels. Mais l'homosexualité, c'est pas du tout ça. Alors, il y en a qui disent « Chez nous, ça n'existe pas ». Il y en a d'autres qui disent « C'est pas du tout ça, ce que vous appelez homosexualité n'a rien à voir avec le genre de vie que nous menons. » Et là a commencé un projet qui
qui est sous presse chez le même éditeur au Vent des Îles, qui a en tout cas comme sous-titre Les transgenres polynésiens, le mythe occidental de l'homosexualité polynésienne. Il y avait avant le mythe occidental de la sexualité polynésienne, mais au sens de la vaïnée, la sexualité féminine. Et là, c'est le mythe occidental de l'homosexualité prêtée aux hommes pour soi-disant expliquer, alors par un trait universel, bah oui, de l'homosexualité, il y en a partout, et un trait culturel, mais en Polynésie, l'homosexualité masculine a pu s'exprimer beaucoup plus librement. Et d'ailleurs, lisons chez le capitaine Bligh, chez Cook, quand ils étaient à Tahiti ou à Hawaï, que déjà les grands chefs entretenaient autour d'eux une cour de jeunes hommes, etc. etc. Et du coup, a commencé pour moi l'idée de faire un dossier où je ferais deux choses. Utiliser mes données à Samoa contemporaines. Je connais quand même un certain nombre de personnes qui se revendiquent ainsi. Je connais beaucoup la manière dont on parle de ces personnes dans la société. Et là, de nouveau, je peux contraster avec ce qu'on en dit à l'extérieur. Donc, de nouveau, le regard occidental qui croit comprendre la vie des transgenres polynésiens, la société locale qui comprend différemment, mais souvent ne comprend pas tout non plus, les transgenres eux-mêmes qui disent encore autre chose de leur propre vie. Et ceci à Tahiti, à Hawaï, Maori, etc., partout. Tonga. Et donc là, je me suis dit, d'une part, je vais, un petit peu comme ici, dans ce livre-là, First Contact polynésien, faire une partie ethnographie Samoa, où je vais décrire, bon, j'ai pas grand-chose, donc ça fait 3 ou 4 chapitres, mes données sur ce que j'ai pu voir à Samoa dans les années récentes. Avec des évolutions très 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 récentes, parce que c'est vrai que se sont créées, mais ça c'est vraiment une première, de grandes associations à partir de 2017, qui mettent vraiment en avant, alors qu'avant on se cachait plutôt, des associations d'hommes efféminés, de garçons efféminés, mais beaucoup plus nouveau encore, des associations de femmes masculines, ce qui était totalement passé sous silence. Et l'autre moitié du livre, c'est, bon, alors cette histoire que les transgenres, c'est une grande caractéristique polynésienne, et ça a été décrit depuis longtemps, mais ça me ramène à mes dossiers sur les premiers contacts. Je vais relire les capitaines Bligh et Cook et les autres. Qu'est-ce qu'ils ont écrit exactement? Et donc toute la première partie du livre, elle est sur Tahiti et pas sur Samoa, et sur Hawaï aussi. Parce que c'est là où on a les notes les plus anciennes de la main de Bligh et de la main de Cook sur ces jeunes hommes efféminés, effeminates, qui seraient les compagnons des grands chefs, et tout ce qu'ils ont dit à ce sujet, et comment ensuite ça a été repris dans la tradition journalistique et universitaire occidentale, jusqu'à donner de grands stéréotypes, avec un retentissement tout de même très particulier à Tahiti, où les transgenres masculins, les efféminés masculins qui portent diverses... il y a plusieurs appellations qui s'appliquent à eux, qui n'ont pas inventé forcément, qu'ils reprennent, à contre-cœur parfois. Et les débats sur ces appellations, qui remontent en fait souvent à ces descriptions très brèves, anciennes du XVIIIe siècle, pour essayer de comprendre leur vie. Et on a ces efféminés masculins tahitiens aujourd'hui, qui sont parfois en train de se poser des questions sur leur identité par rapport à des stéréotypes qui ont été inventés par la tradition des voyages occidentaux et réappliqués sur place, reprises par des intellectuels souvent pas tahitiens sur place, des journalistes, des écrivains, pour dire voilà ce que sont les rérés, etc., etc. Donc, ce qui m'a intéressé dans ce dossier, c'est de nouveau vraiment la déconstruction d'une image plaquée sur la Polynésie, venant toujours de ces fantasmes occidentaux. Alors avant c'était la vainée, là c'est les jeunes hommes féminins,
Mais au fond, c'est pareil. Et à chaque fois, le tissu de bêtises qui s'applique là-dessus, mais avec les mêmes conséquences, qui fait que les gens vivant dans ces sociétés, après, ont à se battre avec ça. Je parlais tout à l'heure de cette Madame Ayono qui me racontait que jeune à Samoa, arrivant pour ses études en Nouvelle-Zélande, à cause du Samoa vu par Mead, on lui demandait alors comment ça se passe chez toi, toi qui viens du paradis sexuel, et elle d'avoir cette haine extraordinaire. Mais c'est pareil aussi pour les jeunes femmes à Tahiti, qu'on croit toujours voir à travers Bougainville, mais aujourd'hui encore. Et c'est pareil pour les transgenres masculins, pour les efféminés masculins, qu'on croit voir comme étant une sorte de forme poétique magnifique de l'homosexualité universelle, l'homosexualité à la polynésienne. Alors que souvent, c'est des gens qui ont des vies extrêmement difficiles. Ils sont toujours pris dans 36 contradictions. Ils subissent énormément l'opprobre de la société. La société, parfois, se sert de leur image comme presque un motif touristique, comme de la vainée, mais dans la vie quotidienne, très difficile de trouver du travail, très difficile d'avoir une vie familiale acceptée, acceptable, heureuse, enfin bref. Le tableau est infiniment noir quand on regarde la vie quotidienne, ce dont je parle aussi dans ce livre, qui donc va sortir. Donc je crois que le premier titre, c'est « Vous avez dit troisième sexe ». Oui, parce que je commence, il y a toute une partie sur l'histoire du troisième sexe. En revenant à Saladin d'Anglure, évidemment, aussi, pas seulement. Aux premiers Allemands qui en ont parlé au XIXe siècle, etc. Enfin bref, toute l'histoire du troisième sexe, comment ça s'est appliqué au cas polynésien, et puis ensuite toute une histoire de la documentation ancienne sur Tahiti et sur Hawaï, des débats aujourd'hui à Tahiti à ce sujet, et à Hawaï aussi, et une deuxième partie qui est plus mes observations, si je puis dire, à Samoa, à ce sujet. Voilà, ça c'est un livre qui va, je sais, provoquer pas mal de débats à Tahiti, pas seulement. Bon, il est en français évidemment, donc après, on va peut-être attendre qu'il soit en anglais pour que ça soit débattu plus. Mais je sais qu'il sera débattu, bien sûr, en France, en Polynésie, au Canada aussi, parce que bon, j'ai de longues pages sur Saladin d'Anglure, évidemment. Dans cette première petite partie sur, où je crois que je l'ai mis tout à fait à la fin, cette partie-là, sur alors comment on a inventé l'idée du troisième sexe. Bref, voilà, ça c'est un dossier qui, lui, est terminé. Alors, quel autre dossier j'envisage prochainement? Bon, il y a des choses qu'on écrit, qu'on range dans des dossiers, et puis ensuite on se dit qu'est-ce qu'on en fera. Par exemple, il y a un vieux gros dossier sur le vocabulaire de parenté à Samoa. Ah là, j'ai plein de choses, une belle critique de nouveau de ce qu'on a inventé comme terminologie de parenté, laquelle est la véritable terminologie de parenté, suivant les époques où ça a été étudié, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, écrire quelque chose sur un système de parenté, il y aura 15 lecteurs au maximum. Un éditeur, c'est même pas la peine, il faut l'éditer à son propre compte. On n'est plus à l'époque des structures élémentaires de la parenté. Donc ça, est-ce que ce livre existera? Le manuscrit, plus ou moins fini, est dans les mains d'un grand ami qui est en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Patrice Gaudin, et avec qui je partage depuis 30 ans aussi un intérêt sur toute l'anthropologie holiste. Un autre projet de livre avec lui, c'est moi réunir mes articles sur Dumont, lui un certain nombre de choses qu'il a écrites en disant traité d'anthropologie holiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, le fera-t-on un jour ou pas? Je ne sais pas. Alors sinon, oui, je vais dire quelques mots. N'est-ce pas, il y a l'histoire du don. Alors le don, bon, ce livre que j'ai écrit sur Mauss et le don, c'est beaucoup sur la circulation monétaire à Samoa. Mais la première partie, c'est beaucoup sur les théories de Mauss. En même temps, c'est vrai qu'on rapproche parfois ces deux livres, celui publié sous le nom de Laurent Doucet et du mien, mais c'est vraiment, je tiens à le dire, Laurent Doucet qui est l'âme entière du projet du livre et de sa réalisation.
où c'est un hommage aux travaux de Maurice Godelier, dont en partie sur le don. Alors, l'histoire du don en Océanie, bien sûr, il y a beaucoup de choses encore que je voudrais pouvoir dire de manière comparative. Est-ce que je pourrais le faire? Parce que là, disons, le dossier Mauss et Samoa est à peu près complet, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les théories du don en Océanie et même au-delà dans l'anthropologie en général. Ça m'intéresse aussi. Mais bon, on verra si je le fais. Je voudrais aussi revenir, mais bon, ce livre-là, Governance in Samoa, c'est un livre collectif, mais où j'ai un long article sur les questions de démocratie à Samoa. J'aimerais y revenir, si je peux, parce qu'il y a eu récemment une énorme crise politique à Samoa, changement de gouvernement. Bon, je passe sur les détails, mais où le débat était beaucoup sur qu'est-ce que c'est que la démocratie. Oui, on est dans un système parlementaire, c'est la démocratie, mais comment nous, on a le droit à Samoa de jouer avec cette catégorie occidentale de démocratie. Et suivant les camps politiques, etc., de nombreux arguments se sont affrontés. Donc ça, c'est un débat intéressant. J'oubliais de mentionner, mais puisqu'on en est là, ce livre-là, publié par le groupe qui s'appelle Achak au CNRS, mais c'est Gilles Butch, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, etc., qui dirigent depuis longtemps un énorme programme qui est comme le mien, si j'ose dire, à beaucoup plus d'échelle, la déconstruction de tout ce qui a été accumulé par l'Occident sur le corps colonisé, donc la sexualité aussi, mais pas seulement, à travers les différents continents colonisés. Et ils ont fait des histoires extraordinaires, des musées ethnographiques, des cirques ethnographiques au XIXe siècle, etc. Donc là, c'est un colloque auquel j'ai participé. Et ce livre-là est vraiment un grand livre, Sexualité et identité. Je n'ai cité que les 3 premiers noms, mais il y en a beaucoup d'autres. Bon, Gilles Butch, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard. Mais c'est vraiment quelque chose d'important qui a suivi le grand livre qui s'appelle Sexe et colonie, mais qui lui était surtout un livre photographique, alors que là, on a vraiment une belle matière de réflexion. Et là, moi, j'essaye de dire un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie. Voilà.